Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la façon dont on peut déterminer les extrémums locaux d'une fonction d'une variable. Cela nous permettra à l'épisode 4 de mieux appréhender le cadre dans lequel on va se placer pour les fonctions de deux variables, de mieux évaluer les outils utiles à la recherche d'extrémums, et enfin de mieux identifier les points clés du raisonnement. Donc pour commencer, on considère une fonction f qui est dérivable sur un intervalle ouvert i de R, et on va donc pouvoir s'intéresser à sa courbe représentative. Donc un exemple est donné ici sur la gauche, avec donc i qui est l'intervalle 1,8 avec 1 exclu et 8 exclu, pour bien avoir un intervalle ouvert. Donc dans ce cadre-là, on a un résultat fondamental qui nous dit que si f admet un extrémum local en petit a dans l'intervalle i, alors il se passe quelque chose de très précis. Donc si on regarde sur le dessin, si on a un extrémum local, ça se passe forcément en l'un des 4 points qu'on a déjà croisés dans une vidéo précédente. Et si on regarde précisément ce qui se passe en ces 4 points-là, on constate qu'en termes de tangentes, les tangentes sont toutes horizontales. Donc on va avoir forcément une tangente horizontale à la courbe au point d'abscisse petit a. Donc ici, si par exemple on prend le point D, donc le maximum, ça va nous donner 3 qui est maximum local, atteint en petit a égale 7. Donc on a vraiment ici a qui vaut 7, il est bien dans i, et on a bien la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a égale 7 qui est horizontale. Mais maintenant, si on réfléchit à l'équation générale d'une tangente, on sait que elle va avoir pour donc équation là, la tangente y égale f' de a fois entre parenthèses x moins a plus f de a. Donc si on sait que la tangente est horizontale, ça veut forcément dire que l'équation est de la forme y égale une constante. Autrement dit, il n'y a pas de terme en x dans l'équation. Et donc pour que ça arrive avec l'équation générale comme ça, on est obligé d'avoir le terme qui est multiplié par x, c'est-à-dire ici f' de a, puisque si on développait, on aurait f' de a fois x. Pour pas qu'il y ait de x à la fin, il faut absolument que f' de a soit nul. Et donc en fait, dire que la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a est horizontale, ça veut en fait dire que f' de petit a est égal à 0. Une autre façon de le voir, c'est que f' de a, ici dans l'équation de la tangente, ça correspond au coefficient directeur de cette droite tangente. Donc lorsqu'on a une tangente qui est horizontale, ou même de façon générale, lorsqu'on a une droite qui est horizontale, une autre façon de le traduire, c'est de dire que son coefficient directeur est égal à 0. Et donc c'est pour ça qu'ici, on retrouve aussi l'idée que f' de a est égal à 0. Donc, en résumé, le résultat fondamental, il dit que si f est dérivable sur un intervalle ouvert grand I de R, et si f admet un extrémum local en petit a dans l'intervalle I, alors obligatoirement, f' de a est égal à 0. Alors dans ce résultat, il y a deux éléments essentiels. C'est le numéro 1, c'est qu'on travaille obligatoirement sur un intervalle ouvert, et le numéro 2, c'est que le résultat, c'est vraiment un si on a quelque chose, alors on a quelque chose d'autre. Et donc je vais faire deux remarques maintenant qui vont reprendre ces deux points-là pour bien insister sur l'importance de ces éléments-là. Donc la première chose, donc, c'est de faire bien attention au fait qu'on doive travailler sur un intervalle ouvert. Donc ici, dans l'exemple, j'avais pris l'intervalle ouvert 1,8. Alors imaginons 2 secondes qu'au lieu d'ouvrir en 1, on ferme en 1. Donc on travaille sur l'intervalle 1,8, mais avec 1 qui est compris et 8 qui est exclu. Donc là, on n'est plus sur un intervalle ouvert. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là ? Quand on regarde la courbe, ici, le point qu'on a là, c'est-à-dire le point A, là, on a déjà vu dans une précédente vidéo que en ce point-là, en fait, on a un minimum local. C'est-à-dire qu'en fait, 4 est un minimum local qui est atteint en x égale 1, ou on pourrait même dire ici, par rapport aux notations que j'ai prises ici, en a est égal à 1. Mais ici, donc on a un minimum local en petit a égale à 1, qui appartient bien à i, là, dans ce cas-là, puisque j'ai inclus le 1 dans l'intervalle i, et pour autant, on va voir que la dérivée en 1 n'est pas nulle, puisque quand on regarde la tangente au point petit a, en fait on a une tangente qui est comme ça, elle n'est pas horizontale, et donc ça veut dire que le nombre dérivé f' de 1 est différent de 0.
Donc à partir du moment où on ne choisit pas au départ un intervalle ouvert, le résultat fondamental ne tient pas la route. Et si jamais là, au lieu d'exclure 8, on acceptait, si on veut, 8, on aurait exactement la même situation au point F qu'on a ici. Là, on a un maximum local, donc en 8, et pour autant, là encore, on voit que la tangente n'est pas horizontale. Donc en quelque sorte, dans ce résultat fondamental, il faut absolument travailler sur un intervalle ouvert, parce que sinon, sur les bords de l'intervalle, c'est-à-dire au bout de l'intervalle, si on veut, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc ça, c'est vraiment le premier élément sur lequel il faut rester vigilant. Deuxième élément sur lequel il faut être très attentif, c'est que dans le résultat, on dit bien que si on a un extrémum local en petit a, alors f' de a est égal à 0. Et donc ça ne veut pas dire que si f' de a est égal à 0, alors on a un extrémum local. Et donc quand on parle de ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'étude de la réciproque du résultat, et en fait on se rend compte que à partir du moment où on travaille avec une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, et donc si on suppose que la dérivée est nulle, donc pour un certain petit a élément de i, et en fait on n'a pas forcément d'extrémum local en petit a. Donc moins pour illustrer ce résultat-là, on va prendre l'exemple classique de la fonction cube. Donc si on prend f de x égale x au cube sur l'intervalle i qui est égal à r, en fait la courbe représentative du cube est celle-ci. Donc on voit en fait quand on prend a égale 0, c'est-à-dire qu'on se place là à l'origine ici du repère, en fait la tangente est horizontale, donc ça veut dire en fait que f' de 0 est égal à 0, mais pourtant ici on n'a pas de maximum local ni de minimum local. Donc on a bien la dérivée qui est nulle, mais pour autant pas d'extrémum local. Un autre exemple du même genre, mais qui est un peu moins classique que le x au cube, c'est si on prend la fonction f définie par f de x égale sinus x moins x, toujours sur l'intervalle i qui est égal à r, on se rend compte que pour par exemple a égale 0, ici on a une tangente qui est horizontale, mais on n'a toujours pas d'extrémum local. Donc ici c'est un peu particulier parce qu'on pourrait aussi prendre en a égale 2pi, c'est-à-dire 2pi qui est à peu près à 6 et quelques, c'est-à-dire qu'on se retrouve ici. Là aussi, on a une tangente qui est horizontale, et il n'y a pas plus de maximum ou de minimum local. Donc il faut bien faire attention, lorsqu'on a la dérivée qui est nulle, on n'a pas obligatoirement de maximum ou de minimum. Il se peut qu'on ait un maximum local, il se peut qu'il y ait un minimum local, mais il peut aussi ne rien avoir du tout. Pour illustrer un peu le résultat fondamental, on va prendre un exemple pour montrer un peu comment on peut s'y prendre en pratique. Donc on définit la fonction f par f de x égale x au cube exponentielle x, et on va se placer sur l'intervalle i est égal à l'ensemble des réels. Donc on rappelle le résultat fondamental. Donc on travaille sur un intervalle ouvert. Ici r c'est bien un intervalle ouvert, pas de souci. Et donc ce que l'on sait, c'est que si f admet un extrémum local en petit a, alors f' de petit a est égal à 0. Donc ce qu'on va essayer de trouver, c'est déjà les valeurs de a qui annulent la dérivée. Donc pour ça, il faut déjà calculer la dérivée. Donc comme f f de x là c'est un produit, c'est x au cube multiplié par exponentielle x, on applique la formule u fois v, on fait les calculs, on factorise par exponentielle x, on récupère donc x au cube plus 3x carré, le tout multiplié par exponentielle x, et là entre parenthèses on voit qu'on peut mettre x carré en facteur, ce qui nous donne donc x carré fois x plus 3 fois exponentielle x. Donc si on s'intéresse à quand est-ce que la dérivée s'annule, la dérivée s'annule, comme ici la dérivée est écrite sous la forme d'un produit de 3 termes, il y a le x carré, le x plus 3 et l'exponentielle x. Donc un produit est nul quand l'un des facteurs est nul. Donc quand est-ce que x carré est nul? Quand x vaut 0. Quand est-ce que x plus 3 est nul? Quand x vaut moins 3. Et l'exponentielle x, par propriété de l'exponentielle, ce n'est jamais nul. Donc il n'y a que deux possibilités pour que la dérivée soit nulle, c'est soit x qui vaut 0, soit x qui vaut moins 3. Donc en gros, par rapport à ce qu'on a dit, en fait, c'est que, dans le résultat fondamental, c'est qu'en fait, si on a un extrémum local, ça va forcément se passer au point d'abscisse 0, ou alors au point d'abscisse moins 3. Ça peut pas se passer ailleurs. Mais par contre, au point d'abscisse 0, on sait pas si on a un maximum, ou alors un minimum, ou alors rien du tout. Et c'est pareil en moins 3. Donc si on veut
justement faire le tri entre est-ce qu'il y a maximum, minimum ou rien du tout, avec des fonctions d'une variable, on peut s'appuyer sur le tableau de variation. Et donc ça va vraiment être le meilleur moyen de décider en fait justement dans quelle situation on se trouve. Donc ici avec le résultat qu'on a vu, la dérivée s'annule en 0 et moins 3, donc on met moins 3 et 0 ici dans le tableau, on sait que la dérivée s'annule et on cherche le signe de la dérivée. Donc ici pour le signe de la dérivée, on a du x carré, donc là c'est le carré d'un nombre réel, donc c'est toujours positif ou nul. On a de l'exponentielle x, mais par propriété de l'exponentielle, ici on a toujours un nombre qui est strictement positif, donc en fait le signe de la dérivée est simplement donné par x plus 3. Et x plus 3, c'est positif à droite de moins 3 et négatif à gauche de moins 3. Et donc en termes de sens de variation de la fonction f, on a ces flèches-là, et en allant chercher les valeurs en moins 3, en 0, et les limites en moins l'infini et plus l'infini, on peut montrer qu'on a cette partie-là pour conclure, si on veut, sur le tableau de variation. Et à partir du tableau de variation, là maintenant on voit que en moins 3 en abscisse, on va se retrouver ici pour la fonction, on va forcément avoir un minimum local, qui en fait va être global, vu le reste du tableau. Et puis en l'abscisse 0, on va avoir ici en fait la fonction qui va passer par l'origine, puisqu'on a x qui vaut 0, y qui vaut 0, mais on va avoir une fonction qui est croissante comme ça, et donc il n'y a pas de maximum, et il n'y aura pas de minimum non plus. Donc là, on peut justement, à l'aide du tableau de variation, faire le tri entre les différentes valeurs qu'on a trouvées qui annulaient la dérivée. Et d'ailleurs, si on traçait la courbe, on aurait cette version-là, c'est-à-dire qu'en moins 3 en abscisse ici, on voit qu'on a affaire ici à un minimum local qui est en fait global, et par contre, en l'abscisse 0, on est en train de regarder ce point-là, on a la tangente qui est horizontale, puisque la dérivée est nulle, mais par contre, on n'a pas de minimum local ni de maximum local. Alors, en résumé, on a en fait quelques situations, on a même précisément 4 situations possibles lorsque le f' de A vaut 0. C'est-à-dire qu'on a une première situation qui est possible, c'est-à-dire que quand on fait le tableau de variation, donc en petit a, la dérivée vaut 0, et la dérivée, en fait, elle peut très bien changer de signe, en passant d'abord en étant à gauche négative et à droite de A positive. Et dans ce cas-là, on a ce tableau de variation-là, ce qui va nous forcer, qui force forcément l'idée qu'on a un minimum local. Ce qui se passe, par exemple, ici, quand petit a vaut moins 3, on a ici un minimum local. Et qui dit minimum local, dit en fait que autour de petit a, là, sur cette zone-là, on va avoir la fonction qui est convexe, donc autour de petit a, et qui dit convexe dit la dérivée seconde va être positive autour de petit a. Donc on aura l'occasion de revenir en fin de vidéo sur la raison pour laquelle je parle du signe de la dérivée seconde, puisqu'après on pourrait déjà là, à partir du moment où on utilise le tableau de variation, on pourrait se contenter du signe de la dérivée première, et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le signe de la dérivée seconde. Mais on verra vraiment pourquoi on parle de ça ici, mais ce sera pour la dernière partie de la vidéo. Ensuite, une autre situation possible, c'est qu'au lieu d'être négative puis positive, la dérivée première peut être positive puis négative autour de A. Dans ce cas-là, en fait, les flèches sont dans ce sens-là, et donc forcément, on a un maximum local, ce qui peut se passer par exemple ici, soit au point B ou au point D. Donc là encore, ça veut dire que autour de petit a, on va avoir la fonction qui est concave, et donc la dérivée seconde va être négative juste autour de petit a. Autre situation, au lieu d'avoir la dérivée première qui change de signe autour de A, peut-être qu'elle peut être positive à gauche et à droite de petit a. Dans ce cas-là, on a ces flèches-ci, et ça veut dire qu'on n'a pas d'extrémum local, ce qui se présente précisément dans la situation ici de cette fonction, où on avait, pour petit a égale 0, on a la tangente qui est horizontale, et la fonction qui est croissante, et donc qui traverse à ce moment-là, ce point-là où on a en fait ce qu'on appelle un point d'inflexion, parce qu'en fait ici on a autour de la valeur petit a, on a un changement de convexité. Pardon, ici la fonction elle arrive, la courbe ici à gauche de 0, elle est donc concave, tandis que juste à droite de 0, elle est convexe. Donc on a un changement de convexité, ce qui se traduit par un changement de signe de f seconde autour de petit a.
Et enfin, dernière situation possible, c'est que la dérivée, elle peut être négative à gauche et à droite de petit a. Donc on a ces flèches-ci, ce qui veut dire qu'on n'a toujours pas d'extrémum local, et c'est ce qui arrive, par exemple, pour la fonction définie par sinus x moins x. Donc on a là encore un changement de convexité, et donc ça veut dire que la dérivée seconde change de signe autour de petit a. Donc là, sur cet exemple-là, ça veut dire que autour du point là, enfin en fait ce point-là, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un point d'inflexion. On a la fonction, enfin la courbe qui arrive en étant donc convexe, et donc à gauche de 0, et à droite de 0, la fonction est concave. Donc, étant donné toutes ces situations-là, en fait, dans cette vidéo, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est toutes les propriétés concernant les fonctions d'une variable qui étaient vérifiées lorsque l'on parlait d'extrémum local de ces fonctions. Et nous, notre objectif à terme, c'est de faire à peu près la même chose, mais pour des fonctions de deux variables. Donc, si on compare les deux situations, ici, dans cette vidéo, on a vu donc que pour une fonction d'une variable, on s'intéresse à une courbe qui est d'équation y égale f de x, et que ça nous fait travailler dans un plan. Lorsqu'on a affaire à une fonction de deux variables, on va s'intéresser au graphe de la fonction, qui est en fait une surface d'équation z égale f de x et de y, qui se passe, qui se voit, si on veut, dans l'espace, donc en 3 dimensions. Donc il y aura déjà une première différence. Alors lorsqu'on a cette courbe dans un plan, en fait, on va faire une recherche d'extrémum en une certaine valeur petit a qui correspondra à une valeur de x. Donc lorsqu'on sera sur les fonctions de deux variables, on fera une recherche d'extrémum en un couple AB, puisque ça correspondra, aux valeurs du couple XY. Ici, on a vu que pour réussir à raconter des choses, il fallait absolument travailler sur un intervalle ouvert de R, sous-entendu, X ici devait être un élément d'un intervalle ouvert de l'ensemble des réels. Eh bien, on verra que pour les fonctions de deux variables, il faut aussi se placer sur un domaine particulier, et pour que ça fonctionne, en fait, il faudra se placer sur un domaine qui se trouve être un ouvert de R carré. Alors, pour l'instant, on n'a pas défini ce que c'était, mais on aura l'occasion à l'épisode 3 de détailler tout ça. Ensuite, ce qu'on a vu ici dans la vidéo, c'est que lorsqu'on avait un extrémum local en petit a, on avait obligatoirement une droite tangente horizontale, ce qui se traduisait par la dérivée première de f calculée en petit a est égale à 0. Eh bien, on verra que pour les extrémums des fonctions de deux variables, eh bien, au niveau de la surface, ce sera plus des droites tangentes, mais ça va être des plans tangents qui vont être horizontaux. Et cette propriété-là va se traduire en termes de dérivée partielle première de la fonction f, et les deux dérivées partielles vont être nulles quand on va les calculer au couple AB pour lesquels on a un extrémum. Et ça, en fait, ça correspond exactement à dire que le couple AB est un point critique de la fonction. Donc des points critiques, on a aussi vu ça dans des vidéos précédentes. Enfin, ce qu'on a vu dans cette vidéo-ci, c'est que lorsque f' de a vaut 0, on n'a pas obligatoirement un extrémum local. Donc quand on veut savoir si, une fois qu'on a trouvé petit a qui fait f' de a égale 0, si on veut savoir s'il y a un maximum, un minimum ou rien du tout, il faut s'appuyer éventuellement sur le sens de variation de la fonction f. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, ça va se lier fortement au fait que la fonction f est convexe ou pas, et donc ça va être lié au signe de la dérivée seconde. Eh bien, pour les fonctions de deux variables, on a quelque chose d'analogue qui est en fait, qui va se traduire par une règle qu'on appelle la règle du rt moins s carré, sachant que r, t et s, ce seront des constantes qui seront calculées à partir des dérivées partielles secondes. Et donc c'est pour ça que précédemment j'ai parlé de la dérivée seconde et comment ça intervenait en termes de convexité de la fonction pour le cas des fonctions d'une variable, parce qu'on a vraiment une généralisation de ça, et quand on généralise ça à des fonctions de deux variables, en fait c'est aussi une traduction de la convexité de la fonction, mais qui se traduit par un calcul sur les dérivées partielles secondes. Mais tous ces détails-là seront évoqués dans les épisodes 3 et 4 à venir.